Alors, pour les personnes qui nous rejoignent, plusieurs indications. D'une part, sachez que l'atelier sera enregistré afin qu'il soit disponible en replay sur la plateforme du Printemps des cités éducatives. Donc, l'enregistrement est en cours et vous avez certainement été amené à accepter cet enregistrement. D'autre part, je vous invite à fermer vos micros. Il n'y aura pas de prise de parole en direct, mais vous aurez bien sûr le moyen d'interagir en utilisant la discussion qui est disponible. Et puis, je vous invite également à vous renommer, ce qui nous permet de savoir quels sont les territoires représentés autour de cette table virtuelle. Donc, pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur votre propre image et vous voyez en haut à droite, il y a deux petites cases, l'une qui dit désactiver le son et trois petits points. Donc, vous cliquez sur les trois petits points et vous voyez apparaître renommer, ce qui vous permet d'indiquer votre prénom, votre nom et le territoire que vous représentez. Si vous avez une quelconque difficulté, on peut le faire pour vous. Mhm. Alors, pour les personnes qui nous ont rejoints il y a quelques minutes, vous pouvez vous renommer. Ce serait intéressant de préciser l'organisme que vous représentez, éventuellement le territoire sur lequel vous vous trouvez. Donc, pour cela, vous allez sur votre vignette et vous sélectionnez renommer.
Bien, je vous propose de démarrer. On a encore quelques personnes qui vont nous rejoindre. Je nous sais contraints par le temps, d'autant que vous êtes peut-être inscrits sur la deuxième série d'ateliers qui doit démarrer à 15h30. Donc, notre objectif, c'est vraiment de tenir le timing qui est proposé. Alors, comme je le rappelais, d'une part, vous êtes invités à éteindre vos micros. Il n'y aura pas d'intervention en direct des participants en dehors des présentations qui vont être faites par les représentantes des cités éducatives du Havre et de Marseille. D'autre part, notre séance est enregistrée de telle sorte que tous les participants qui n'auraient pas pu nous rejoindre et toutes les personnes intéressées puissent accéder au replay par le biais de la plateforme du Printemps des cités éducatives. Alors, il me revient la charge d'introduire cet atelier. Je vous remercie chacune et chacun de vous être inscrits et d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis Valérie Sirot de l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives et je suis accompagnée de ma collègue Sarah. Je vais dès à présent partager un petit support pour vous présenter notre groupe pilote Petite Enfance. Voilà, alors je sais qu'il y a un petit temps de décalage. Donc, voici l'ordre du jour de notre atelier, une présentation du groupe, puis je donnerai la parole à Myriam Jacquins, qui représente la cité éducative du Havre, qui nous présentera rapidement la cité éducative, mais qui reviendra sur une démarche d'accompagnement personnalisé autour des 1000 premiers jours. Il y aura un deuxième retour d'expérience par les cités éducatives de Marseille. Elles sont nombreuses, elles sont 4 au même endroit pour témoigner d'une démarche d'accès à la culture comme levier de socialisation et pourront partager avec vous leur expérience dans ce domaine. Alors, comme je vous l'indiquais, dans la mesure où il n'y aura pas d'intervention en direct par chacun d'entre vous parce que vous êtes nombreux, vous pouvez bien sûr réagir en utilisant la discussion, le chat, et ma collègue Sarato se chargera de prendre connaissance de vos questions, contributions, et nous ferons porte-voix auprès des intervenantes qui sont là. Alors, quelques petits mots sur notre association. L'Agence Nouvelle des Solidarités Actives est une association qui a une existence d'environ 15 ans, qui a été créée par Martin Hirsch en marge de la généralisation du revenu de solidarité active. Nous sommes une association d'intérêt général et nous intervenons sur toutes les formes de précarité et nous intervenons comme conseil et accompagnement à la fois dans un accompagnement méthodologique, dans l'accompagnement à la gouvernance ou dans l'accompagnement de porteurs de projets d'innovation sociale. Nous avons développé une expertise thématique dans plusieurs domaines, alors historiquement dans le champ de l'insertion et de l'emploi, mais également dans le champ de l'hébergement et du logement, du travail social, de la lutte contre la précarité alimentaire, du handicap et du champ de la petite enfance et de la protection de l'enfance. Je vous invite, pour les personnes qui ne l'auraient pas fait, à éteindre vos micros. Je vous remercie. Alors, une présentation de notre groupe. Le groupe Pilote Petite Enfance, qui a été constitué dès 2020, rassemble 16 cités éducatives sur l'ensemble du territoire national, à la fois en zone plus urbaine ou en zone plus rurale. Nous sommes bien sûr partenaires de la NCT dans le cadre d'une convention de partenariat 2020-2022 et vous avez quelques petites vignettes pour vous présenter l'équipe. Alors, certains d'entre vous ont peut-être participé à des sessions antérieures, mais vous ne le savez peut-être pas, mais une de mes collègues attend un heureux événement. C'est la raison pour laquelle nous avons quelque peu recomposé notre équipe. Et je vous prie d'excuser Alexandra Andrés, qui n'est pas des nôtres aujourd'hui, elle est en déplacement, mais que vous aurez certainement l'occasion de rencontrer.
Alors, la démarche qui a été adoptée par l'ANSA, en accord avec la NCT, a consisté à proposer l'animation d'un réseau d'une vingtaine de cités éducatives. Donc, le cercle a peut-être vocation à s'élargir quelque peu dans les prochaines semaines. Alors, évidemment, sur la base du volontariat et d'une acceptation d'une inscription un peu au long cours sur les sujets thématiques. Il y a eu une première séance d'installation qui a permis d'identifier des thématiques prioritaires du point de vue des cités éducatives. Alors, un sujet prioritaire autour des questions de transition, bien sûr, entre petite enfance et école, avec notamment des expériences de type passerelle ou le recrutement d'éducateurs de jeunes enfants, pour contribuer à accompagner les familles et leurs enfants à l'occasion de l'entrée à la maternelle. Un deuxième volet qui concerne le sujet assez récurrent de comment capter les familles dans une situation socio-économique fragile, avec peut-être des partenariats à développer, une forme de langage commun à partager avec les membres de la cité éducative et les autres acteurs partenariaux. Et puis, un enjeu aussi peut-être d'utiliser d'autres leviers pour amener finalement ces familles à participer à cette cité éducative. Un dernier volet sur la formation qui pour le moment n'a pas été travaillé, mais qui sera sans doute un objet de réflexion commune avec les cités éducatives du groupe pilote. Alors, l'objectif, c'est de partager des pratiques. C'est un peu d'ailleurs l'objectif aujourd'hui, de faire un retour d'expérience, d'évoquer aussi au sein d'un groupe restreint les éventuelles difficultés relevées, mais également tous les leviers et repérer toutes les sources d'inspiration possibles. Et puis aussi d'apporter aux membres de ce groupe pilote de l'expertise thématique avec éventuellement l'intervention de chercheurs, d'experts, d'universitaires ou d'autres porteurs de projets. Alors, dernière slide, voici le descriptif des étapes de la feuille de route qui vous permet de voir où nous en sommes aujourd'hui, à savoir après un temps qui a été évidemment bien impacté par la crise sanitaire, nous avons été amenés à annuler quelques sessions d'ateliers qui vont reprendre et nous nous sommes proposés d'organiser des entretiens avec 8 cités éducatives membres du groupe pilote pour aller un peu plus au fond de leurs besoins, ce qui nous amènera à proposer prochainement un nouveau plan d'action qui devrait démarrer à partir de fin juin, début juillet jusqu'à la fin de l'année, autour des thématiques qui ont été partagées par les cités éducatives. Nous reviendrons donc sur la question de la transition vers l'école, bien sûr, le sujet aussi de la périnatalité et de l'accompagnement autour des 1000 jours, dont pourra témoigner Le Havre dans quelques minutes. Et puis, tout ce qui fait levier pour accompagner les familles les plus fragiles pourra être abordé au cours de prochaines sessions d'ateliers. Voilà, j'en ai fini pour cette courte présentation. J'arrête le partage et je vais tout de suite donner la parole à Myriam Jacquins. Alors, on vous propose aujourd'hui un voyage virtuel. Alors, on va faire deux mers, deux ports, du nord au sud, par une belle journée ensoleillée. Donc, ça tombe très bien. Et on va démarrer par le nord. Et je vous donne la parole, Myriam, vous qui représentez la cité éducative du Havre, pour nous parler de votre expérience. Oui, bonjour à tous. Donc je vais vous parler, de la cité éducative des tout-petits et plus précisément d'une action que l'on appelle accompagnement personnalisé autour des 1000 premiers jours. Hem, Déjà, ce qu'il faut connaître, c'est que, on a mis en place au Havre, plusieurs groupes de travail, lorsqu'on élaborait en fait, avant d'élaborer le plan d'action, de notre première cité éducative, qui est située sur les quartiers nord du Havre. Et au sein de ces groupes de travail, on avait un groupe de travail, par exemple, sur la santé, un autre sur la petite enfance et tous les professionnels, c'est-à-dire, l'hôpital, les infirmières de PMI, les assistants sociaux, les éducateurs, évidemment l'éducation nationale, heu,
et puis aussi des associations qui représentaient plus les parents. Tout le monde s'est accordé pour dire que, il fallait qu'on soit présent, le plus tôt possible, dans la vie des enfants pour justement, réussir à aboutir peut-être à ces objectifs, en tout cas à la finalité de la cité éducative, c'est-à-dire la continuité éducative, l'épanouissement des enfants et hem et pour cela, en fait, chacun avait pu identifier quand même plusieurs difficultés qu'on pouvait, retrouver, alors que j'imagine qu'on retrouve dans de nombreuses cités éducatives. C'était notamment les difficultés langagières, des tout petits, à l'entrée à l'école maternelle. On se rend compte qu'il y a déjà d'importantes difficultés langagières, de communication chez les petits, des difficultés motrices, des fois des difficultés d'attachement, parents-enfants, ou en tout cas des troubles par rapport à l'attachement. Et puis, des fois des parents peuvent être en difficulté pour savoir comment répondre aux besoins de leur petit, de leur bébé. Des parents qui ont été victimes ou qui sont en difficulté et qui sont en souffrance psychique, pour accompagner, leur enfant. Voilà, donc il y avait un certain nombre de difficultés et je crois que pour nous, en tout cas au Havre et avec l'ensemble des partenaires, c'était une certitude qu'il fallait qu'on organise et qu'on crée une cité éducative des tout-petits. Donc en fait, il y a plusieurs actions dans cette cité éducative des tout-petits, certaines plutôt sur la guidance parentale, d'autres avec, l'outil DPL3, travailler vraiment sur, les difficultés langagières pour les enfants de 3 ans et voir comment on va pouvoir ensemble, les parents et les enseignants, les orthophonistes, aider et accompagner au mieux, ces difficultés. Et puis, donc moi, je vous parle aujourd'hui donc de l'accompagnement personnalisé. Alors, l'accompagnement personnalisé, ça a été de se dire que, on allait en fait essayer d'inventer et d'innover pour être présent auprès des parents, donc bah, dès le 4e mois de grossesse jusqu'à l'entrée à l'école maternelle. Donc ça fait pas 1000 jours, ça fait un peu plus, ça fait environ 1 200 jours, où on va en fait être présent auprès des familles, auprès des parents, auprès des enfants, heu, pour, heu, pour être présent et pour leur apporter en fait des outils, pour, apprendre à communiquer à mieux avec leur enfant, apprendre à jouer avec les enfants, mais aussi évidemment pas quelque chose qui serait, intrusif, le sachant qui apprend à l'autre, mais évidemment partir aussi de là où en sont les parents et d'être présent, avec toute une boîte d'outils et proposer à la famille, en fait, de découvrir petit à petit des outils. Voilà, c'était un peu notre idée de départ. On a, travaillé, cette action donc alors évidemment, on a été aussi confrontés à la crise sanitaire, donc tous les groupes de travail qu'on voulait mettre en place pour, mener cette action, on s'est dit que, il y en a certains qui n'ont pas pu avoir lieu et rapidement, on s'est dit qu'on allait, aller à la rencontre, en fait, de ces familles, hein. Comment ça s'est passé? Donc notre 1re famille, donc on a eu, 7 familles, pour le moment. On a commencé très tardivement l'action. Heu, on les a rencontrées parce que, ce sont des familles je suis aussi, la coordonnatrice de la réussite éducative au Havre et ce sont des familles que nous suivons, dans le cadre de la réussite éducative. Souvent, en fait, on suit en gros un enfant de la famille qui a 5 ans et là, ça a été de rencontrer ces familles à leur domicile et leur dire: «Voilà, on a une action qui s'appelle l'accompagnement personnalisé». Parce qu'on s'est rendu compte et si on parle des 1000 premiers jours, c'est que quand on a commencé à rencontrer les familles, c'est au moment où le rapport des 1000 premiers jours aussi est sorti et clairement, en fait, on a communiqué comme ça avec les familles, de leur dire, voilà, on sait maintenant que, pour aider un enfant à réussir, à s'épanouir, il y a eu beaucoup d'apports scientifiques, pour comprendre comment fonctionne, grandit un bébé, qu'est-ce qu'il a besoin, ses besoins et ses apports. Voilà et tout ça, ça a été mis dans un rapport avec plein d'idées et on a envie de savoir si vous voulez participer à cette action, parce que vous êtes enceinte, parce que vous avez un bébé
et pour voir comment on peut aider votre bébé à bien grandir et à s'épanouir. L'ensemble des parents, en fait, nous ont tous dit oui. Déjà parce que c'est vrai qu'ils nous connaissaient dans le cadre de la réussite éducative et qu'ils nous connaissaient plus tôt, mais surtout, tous les parents étaient, étaient intéressés pour faire partie de cette expérience en disant que oui, bien entendu, que si, s'ils pouvaient aider leur enfant, à bien grandir, ils étaient, complètement d'accord avec cette action-là. On a, à chaque fois, en fait, l'idée, mais comme la réussite éducative, c'est de travailler, bien entendu, en partenariat. Donc en fait, on se réunit, nous, on appelle, alors pour l'instant, c'est vrai que c'est à terme, quand il y aura plus de crise sanitaire, on se réunira. Là, on a beaucoup appelé les partenaires pour voir avec eux si, s'ils trouvaient que c'était opportun. Tous ont trouvé ça opportun pour chacune des familles, pour lesquelles on a suivi qu'on a suivi. Alors notre équipe, elle est composée comment, pour l'accompagnement personnalisé? Déjà donc en fait, on a une référente parcours, de la réussite éducative qui, rencontre les familles, qui leur présente l'action. Moi aussi, donc je participe à cette rencontre, cette présentation, de l'action. Donc et encore une fois, on parle vraiment du rapport des 1000 premiers jours. On est vraiment dans un apport scientifique au départ quand on parle de cette action. Et puis, quand la famille nous dit: «OK, d'accord», en fonction des difficultés ou au contraire parce qu'il n'y a pas de difficulté, mais on sait que voilà, d'autres grands frères ou on sait aussi que c'est une famille qui évidemment rencontre des fragilités, on va, on va provoquer une rencontre entre quelqu'un de l'équipe. Donc c'est ou bien une éducatrice jeune enfant, ou bien une psychologue qui est, spécialisée, vraiment sur la petite enfance, notamment sur l'attachement mère-enfant, ou bien, une enseignante spécialisée, qui va travailler, elle, sur les plus grands et notamment peut-être sur l'appréhension que peuvent avoir certains parents avec, l'entrée à l'école maternelle. Et puis, depuis peu, en fait, on a demandé à la psychomotricienne qui suit certains enfants de la réussite éducative de nous rejoindre, hem, pour, tout ce qui est justement aussi travailler la communication, évidemment la motricité, des enfants. Donc en fonction, en fait, on crée ce lien. Les interventions, elles ont lieu, dans des endroits multiples. Hem, les interventions, elles ont lieu une fois tous les 15 jours, des fois c'est une fois par semaine. Et puis, des fois, ça peut être une fois tous les 15 jours. Au début, on essaye qu'elles soient très rapprochées et ensuite d'espacer ces rencontres. La alors la première rencontre, elle se fait souvent au domicile des familles, hein, dans leur canapé, avec aussi tout ce qui est à disposition chez eux. Et puis, on va voir en fait en fonction de là où nous emmène aussi la famille, si la maman elle commence par avoir besoin de parler, enfin la maman ou le papa, mais on a quand même beaucoup de familles monoparentales, hem envie de nous parler, bah, de ses angoisses ou de son stress par rapport à la réussite des fois de son enfant pour l'école ou des difficultés qui ne rentrent pas dans la communication. On va commencer par parler de tout ça, de lui réexpliquer aussi, bah, là où il en est aussi son enfant ou par rapport au développement. Et puis, on va amener des outils donc de communication, jouer avec l'enfant, jouer avec la maman, montrer à la maman tous les jeux qu'on peut faire et tout ce qu'elle peut reproduire à terme avec ses enfants. Faire participer aussi les autres enfants de la fratrie, faire participer quand le papa est présent, également le papa, pour, voilà, des choses assez simples à reproduire. Donc ça se passe au domicile, ça se passe aussi, dans la nature, voilà, dans les parcs autour de dans la cité éducative. Et puis, ça peut se passer aussi parce que c'est aussi un des constats qu'on avait fait, qu'il y avait, très peu, enfin, nous, dans la réussite éducative, en gros, quand on interroge les parents, on se rend compte que quasiment, peut-être maximum 5-10 des enfants de la réussite éducative ont été, dans des lieux, collectifs, avant 3 ans. C'est-à-dire qu'ils vont peu en crèche, peu en alto-garderie, et peu aussi dans les lieux d'accueil écoute, parents-enfants. Donc c'est aussi amener la famille à voir si dans toutes ces structures collectives,
à un moment donné, ils ont envie et de leur faire découvrir en fait tout ce qui est possible et voilà, découvrir un petit peu le monde et aussi par tout ce qui est possible pour leurs petits et leur famille. Je regarde l'heure pour voir si je ne dépasse pas. Euh, euh, Vous avez voilà. encore 1 ou 2 minutes peut-être, et puis Ouais. on va prendre les questions. Donc, en gros, donc voilà, cette action, donc, là, pour terminer, hein, on voit bien que nous, ça fonctionne bien. Et en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui a été, je pense, assez plébiscité par les familles qu'on a suivies. L'idée, c'est évidemment que là, c'est les professionnels qui repèrent ces familles. L'idée, c'est qu'à terme, en fait, les familles, elles peuvent en parler à leurs copines, leurs voisines, les parents de l'école et tout ça, pour qu'en fait, on puisse comme ça diffuser nos pratiques un peu partout. Le seul écueil qu'on a pu avoir, mais je crois vraiment que c'est en lien avec la crise sanitaire, c'est que on a eu peu de repérage par l'ensemble des autres professionnels. Alors, certains, parce que malgré qu'on leur a présenté, d'autres, c'est que nous, on n'a pas pu encore accéder à toutes les structures. L'idée, c'est qu'évidemment, on soit présent et on sait que, enfin, on a déjà eu des liens importants avec l'hôpital, qu'on soit présent, pourquoi pas avec un lien qui pourrait être fait dès la maternité, dès la déclaration de grossesse à la CAF, être vraiment présente sur les familles où on rencontre des fragilités et qui, comme dans la réussite éducative, en fait, ont cette capacité à se mobiliser et ont envie, tout simplement envie. Mais également, en fait, travailler main dans la main, ce que je disais aussi avec l'hôpital et avec le CMP notamment et la PMI, c'est que si jamais, en fait, on nous oriente une famille où on sent que les difficultés sont vraiment très importantes, notamment voilà, les difficultés psychiques de la maman ou des difficultés sociales vraiment très, très importantes, qu'on puisse évidemment, ce qu'on fait déjà dans la réussite éducative, orienter, accompagner la famille vers d'autres institutions. Cette action donc, est financée en partie par la cité éducative. La ville du Havre a mis à disposition un éducateur jeune enfant qui travaille un quart de temps sur cette cité sur ce dispositif. Mon poste, un poste aussi d'assistante et puis un poste de référent de parcours et de médiateur qui travaille aussi environ un quart de temps sur ce dispositif. L'idée, c'est qu'on puisse accompagner une 60aine de personnes par année. Et puis l'argent qu'on a collecté par la cité éducative nous permet en fait de financer les vacations de l'ensemble de l'équipe de professionnels de santé, donc la psychologue, la psychomotricienne, l'enseignante spécialisée, voilà pour cette action. On a pas mal d'espoir pour que ça puisse, non seulement c'est évident que ça va continuer l'année prochaine, ça va se développer. On aimerait bien, c'est vrai, pouvoir, ce qu'on a déjà prévu, en fait, c'est de faire comme un cahier de bord, en fait, pour les familles, que ça puisse être co-construit avec les familles pour qu'elles gardent un souvenir, mais pour que nous aussi, on puisse se dire, parce qu'évidemment qu'un enfant qui ne rentre pas dans la communication, à un moment donné, heureusement pour lui, il va pouvoir rentrer dans la communication, mais c'est de pouvoir vraiment se dire à chaque séance qu'est-ce qui s'est passé là lors de cette séance et de pouvoir faire des retours avec les parents, de dire oui, bah là, c'est vrai qu'il s'est passé ça quand on a pu travailler là-dessus. Donc vraiment faire un espèce de cahier de bord avec des photos, quelque chose de sympa et ludique pour les familles, mais pour nous aussi, avoir ce retour, en tout cas, de pouvoir compiler l'ensemble de ces données. Voilà, j'espère que c'était clair et n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à cette action. Merci beaucoup Myriam. C'est vrai que le timing est serré. Vous avez répondu en fait à une des questions. Alors j'avais répondu en partie pour vous. Une question sur le nombre de familles concernées. Vous avez indiqué dans cette famille qui ont pu être visitées à domicile et votre objectif de 60 familles. Mais je laisse Sarah relayer les autres questions. Oui, donc on a une question de Perrine Demey. Voilà, sur comment vous touchez les familles qui ne fréquentent aucune structure, comment vous réussissez à les rencontrer, avec une remarque
de Madame Demet, qui précise qu'elle s'est renseignée sur l'entretien prénatal précoce qui a été rendu obligatoire en mai 2020, mais que tout reste assez opaque. Voilà, si vous pouviez apporter des éléments de réponse sur cette question. Alors, sur comment on repère, là, actuellement, en fait, on est parti beaucoup. Enfin, nous, dans la réussite éducative, c'est les enseignants, les éducateurs, les infirmières de PMI, les assistantes sociales qui repèrent les enfants. Donc, là, pour l'instant, on est parti, c'est vrai, essentiellement de familles où, en gros, ils ont un enfant de 5 ans, 8 ans, et puis la maman, elle est enceinte ou la maman, elle a un bébé. C'est comme ça qu'on a pu repérer, parce qu'on sait qu'il y a eu des fragilités pour les enfants qui sont rentrés dans la réussite éducative, donc on les a repérés comme ça. L'idée, c'est vraiment là, on a présenté à l'ensemble des infirmières de PMI, c'est qu'elles puissent, elles, nous orienter, en gros, d'être prescripteurs de cette action, et ainsi que l'hôpital. Et avec l'hôpital, oui, nous, au Havre, il y a un groupe de sages-femmes qui accompagne en fait, voilà, qui est aussi en train de se mettre en place. Hein. Je crois justement que c'est par rapport à cet entretien, je cherche le mot, l'entretien obligatoire, enfin l'entretien qui devrait être obligatoire, en tout cas pour les femmes enceintes, où il y a des fragilités sociales, on rencontre des fragilités sociales, de pouvoir justement repérer et accompagner. Donc c'est aussi pour que, pour certaines situations, ils puissent nous orienter aussi les familles. Et c'est vrai qu'on aimerait bien aussi que ce soit d'autres parents qui auraient vécu cette action, qui puissent aussi en parler, être un peu les ambassadeurs et en parler à d'autres familles. Mais pour l'instant, c'est le repérage, il se fait essentiellement aussi, enfin, il y a des écoles maternelles aussi hein, qui nous ont orienté des situations en disant, justement, j'ai inscrit un petit de 3 ans, j'ai vu que la maman, elle était enceinte, elle trouve que son enfant de 3 ans est très en difficulté, je sens qu'elle a vraiment besoin d'être aidée. Et encore une fois, on prend que des familles qui ont envie, qui se mobilisent. Hein. On n'est pas du tout dans un volet protection de l'enfance, hein. On est vraiment là, vraiment en grande prévention. Merci Myriam. Une autre question, Sarah? Oui, on avait également une question, attendez, je retrouve, sur les outils scientifiques que vous avez évoqués. Est-ce que vous pourriez développer un peu? Est-ce que vous parlez des neurosciences, des intelligences multiples? C'est une question de Lucille Gibon. Oui, on parle, alors là, clairement, en fait, c'est, je n'ai pas là, mais on s'amène avec le rapport des 1000 premiers jours, hein, et on explique, en fait, que voilà, on a découvert, voilà, puis on explique, alors ça dépend de la situation de l'enfant, de ce qu'on a besoin de parler, mais voilà, on va prendre un exemple au niveau des neurosciences, mais voilà, vulgariser, évidemment, pour expliquer ce qui se passe chez l'enfant et ce qu'on sait maintenant et ce qu'on sait aussi qui peut aider et accompagner l'enfant. Oui, on part vraiment de ça, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas on cherche pas, par exemple, à faire une activité prétexte pour en arriver là. Non, on dit clairement les choses aux familles que maintenant on sait qu'il y a 10 ans ou 20 ans, on savait peut-être moins, mais là on sait comment, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, en tout cas, qu'est-ce qui peut être aidant, l'environnement, pour aider son enfant. Donc on dit clairement les choses, quoi. Oui. Et on montre le rapport des 1000 premiers jours, hein. Voilà, par exemple. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, mais c'est vrai que… alors, si, on a une question de Laurence Burnier. Est-ce qu'il y a une notion de durée de votre intervention? Alors évidemment, si on suivait une femme, alors, si on suivait une femme qui était enceinte de 4 mois et demi, l'idée c'est qu'on puisse la suivre au maximum jusqu'à l'entrée à l'école maternelle de l'enfant. On pense qu'en fait, on n'a pas assez de recul là, clairement, mais on s'interdit rien, en tout cas, de se dire que s'il faut que ça soit ce suivi-là, il dure 3 ans, pourquoi pas, en sachant qu'à la fin, on imagine des séances qui puissent être espacées, bien entendu. Mais là, on se disait qu'en fait, en gros, ce serait peut-être environ 6 mois, 8 mois d'accompagnement en moyenne, quoi, parce que c'est un accompagnement quand même assez poussé. Et puis après, voilà, si besoin, dans le temps.
on s'est rien interdit quoi, pour l'instant. On expérimente et là, je vous avoue qu'on avance en marchant. Ça se dit pas ça, mais enfin, vous avez compris le truc, quoi. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, je vais quand même, moi, vous en poser une. Vous avez évoqué les visites à domicile. Alors, c'est vrai que souvent, hein, on parle de cet enjeu d'aller vers des familles qui sont peut-être un peu en fragilité. Comment c'est reçu, en fait, par les familles? Est-ce que les familles n'ont pas le sentiment que c'est un peu trop intrusif? Comment les choses se déroulent? Alors, en fait, ça, pour nous, c'est très naturel parce qu'au niveau de la réussite éducative, on fait ça toujours, enfin tout le temps. Et évidemment, on dit aux familles, quand on les appelle, on fait voilà, on peut venir chez vous, ou si vous voulez, on vous reçoit là dans une structure municipale à côté de chez vous, à l'école. Voilà, alors il y a des familles qui ne veulent pas nous recevoir, bah, il n'y a pas de souci, hein. Mais en fait, la majorité des familles, nous, elles sont plutôt très contentes de nous recevoir dans leur canapé. Nous, pas toujours, en fonction de ce qu'on y trouve, mais voilà, en fait, c'est bizarrement pour elles pas du tout intrusif, plutôt content en fait que ça se passe chez eux. En tout cas, les premiers entretiens. Après, encore une fois, hein, si la famille elle me dit non, non, bah, je préfère venir vous voir, bah, viens nous voir, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Donc c'est pas du tout intrusif et nous, c'est clair que l'aller vers, ça nous semblait indispensable. On ne se voyait pas du tout sur une action comme celle-là, mais d'ailleurs comme aucune des autres actions, qu'on peut mener, mettre une pancarte sur une structure et dire, «Prenez contact avec nous» parce qu'on n'aura pas pu, cibler ou toucher en tout cas le public cible. Donc on va vers les gens et et on va vers les gens, quoi. On va vers les gens, au plus près, on les appelle, on leur propose, voilà, on fait tout pour créer le lien au départ. Ouais, ça c'est vraiment, quelque chose et ça fonctionne en tout cas. Ça fonctionne. Alors, on a quand même une petite dernière question. Rapidement, Myriam, si vous pouvez y Oui. répondre. Comment travaillez-vous avec les associations locales? Et si oui, comment arrivez-vous à articuler vos actions? Avec les associations locales, qui en charge quoi? Alors, ça n'est pas précisé. D'accord. Alors, je vous avoue que là, pour l'instant, on travaille surtout avec les institutions. On travaille, avec une association qui s'appelle, nous, alors évidemment, ça s'appelle Le Havre des Familles, qui est, une maison en fait, où, il se passe beaucoup de choses au niveau de la parentalité, enfin voilà, il se passe pas mal d'animations. Hem, on essaye, enfin voilà, donc on est surtout là concentré pour l'instant à travailler plutôt avec les institutions. Encore une fois, on démarre, hein, notre action, donc en fonction, des situations et de ce qu'on a besoin, on travaillera évidemment avec les associations. Hem, on doit, c'est vrai, se présenter aux associations locales, notre action, plus précisément pour qu'ils nous orientent du monde. On ne l'a pas encore fait et puis aussi pour travailler en partenariat avec elles. Mais pour l'instant, ça, je vous avoue que c'est pas quelque chose, c'était pas notre priorité actuellement. Eh bien, merci beaucoup, Myriam, pour ce témoignage et ce retour d'expérience. Et je vais tout de suite donner la parole à Mathilde Combe, qui n'est pas seule, pour représenter les cités éducatives de Marseille. Merci, bonjour à tous et merci beaucoup de nous avoir proposé d'intervenir dans ce beau séminaire. Et j'en profite aussi pour remercier l'ANSA de tout le travail qui est mené dans le groupe de travail petite enfance, parce que je pense que c'est précieux de pouvoir échanger, d'avoir des espaces pour ça, même si parfois on a du mal à sortir la tête de l'eau sur les cités éducatives, d'avoir quelques moments sanctuarisés pour ça et de prendre le temps d'échanger avec les collègues d'autres villes. On sait que ça peut être vraiment inspirant et donc j'espère qu'on aura encore plus de temps à y consacrer à la rentrée. Donc voilà, on attend avec impatience la suite des échanges du groupe. Et en ce qui me concerne, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la petite enfance et mes collègues qui sont là avec moi vont mieux en parler que moi. Moi, je suis chef de projet cité éducative sur les 3 cités marseillaises. Donc l'idée, c'est de vous faire en quelques minutes un petit point sur comment on s'organise à Marseille et comment on a travaillé la petite enfance au sein de ces cités éducatives. Donc, on a 3 territoires qui ont été labellisés sur la ville de Marseille, qui sont 3 cités éducatives différentes, qui sont organisées de la même façon, c'est-à-dire qu'on a pris le parti d'avoir un appel à projet au fil de l'eau
ouvert plus ou moins toute l'année en fonction des contraintes administratives des uns et des autres, mais on arrive quasiment à ça aujourd'hui, d'avoir un appel à projet avec des crédits qui viennent de l'État, de la ville et de la métropole. Et cet appel à projet, il vient nourrir une réflexion territoriale sur plusieurs sujets, donc sur les priorités identifiées par chaque territoire. Et parmi ces priorités, on retrouve la petite enfance sur les 3 cités marseillaises, puisque les 0-6 ans sont une tranche d'âge prioritaire. Donc concrètement, on s'organise en groupe de travail qui réunissent les acteurs de tout le territoire concernés par cette tranche d'âge. Donc en l'occurrence, sur la petite enfance, on va retrouver la PMI, la CAF, les écoles maternelles, les référents de famille des centres sociaux, des parents, des associations spécialisées ou non d'ailleurs sur la petite enfance. Parfois, c'est justement des associations généralistes avec lesquelles on va travailler sur un axe petite enfance. Donc, on va retrouver par exemple des associations culturelles dans ce cas-là, ou des associations plutôt axées sur la santé. Et donc, voilà, on a amorcé ces groupes qui sont animés par les copilotes des cités éducatives, donc en l'occurrence par la ville de Marseille, et en lien très étroit avec l'éducation nationale sur les territoires, la métropole et les délégués du préfet. Donc voilà, on a commencé ces réunions en cours d'année et je vais laisser mes collègues vous en dire davantage sur les priorités qui ont été identifiées dans ces réunions, puisque l'idée, c'était de ne pas saupoudrer et de ne pas faire nos actions sur la petite enfance sur tous les sujets, mais bien de les concentrer sur quelques axes de développement, et parmi lesquels on a identifié la culture. Donc, je ne vais pas en dire plus et laisser la parole à mes collègues pour vous montrer comment on a essayé de travailler cet axe, à la fois en interne, côté Ville de Marseille, pour monter en compétences sur ce champ-là, et aussi en extérieur, en partenariat avec tout le tissu associatif, et faire de la culture une finalité, mais aussi un outil au service d'autres fins, d'aide à la parentalité ou d'espaces de socialisation. Donc, je laisse la parole à Florine Delafouge, ma collègue de la direction de petite enfance de la ville. Et le bonjour. Bonjour. Donc, je suis Florine Delafouge. Je suis coordinatrice petite enfance à la ville de Marseille, référente petite enfance sur les cités éducatives depuis le mois de janvier, avec une collègue Isabelle qui prendra la parole tout à l'heure. Donc, comme vous l'a exprimé Mathilde tout à l'heure, lors des groupes de travail est ressorti un besoin au niveau de la culture, c'est-à-dire l'accès à la culture pour les tout-petits et leurs familles. Avec Isabelle, nous sommes issus des crèches municipales où nous avons exercé pendant longtemps. Donc, notre expérience nous a permis de revenir sur des constats. La ville de Marseille, depuis la mise en place du plan n'organise plus de sorties culturelles pour les enfants et le personnel des structures. La seule ouverture culturelle actuellement sur les municipales sont le livre, via le prix de livre par les bibliothèques municipales. Donc, nous avons soumis à Mathilde l'idée d'écrire, enfin, de projeter des actions avec le service municipal des musées pour faire rentrer un peu les tout petits, le personnel et les familles au sein des musées, mais aussi pour faire une porte d'entrée dans les structures municipales. L'objectif étant de faire entrer les musées dans les structures municipales. Donc là, par contre, il y a eu quelques contraintes, c'est-à-dire qu'on a contacté le service des musées avec qui nous avons fait une réunion avec les médiateurs culturels qui ne sont pas forcément formés pour les tout-petits. Donc, nous avons pensé mettre en place des formations ou des temps partagés entre médiateurs culturels et personnel de la ville. Ensuite, nous avons pensé mettre éventuellement du personnel de la ville, alors ça c'est encore en cours de négociation, dans les musées pour mener des ateliers parents-enfants artistiques avec du soutien à la parentalité, mais toujours encadré par du personnel professionnel de petite enfance et les médiateurs des musées.
Les objectifs aussi, c'était de promouvoir un petit peu les cités éducatives, car beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Donc les enjeux, les intérêts. C'était aussi de promouvoir, si ce projet culturel prend forme, de le promouvoir lors des événements petite enfance sur la ville. Voilà, alors c'est pas trop mon fort, hein, les visuels, attendez. J'ai oublié des choses. Ah oui, ensuite, un des premiers objectifs aussi, c'était de maintenir une équité dans les ouvertures culturelles. En fait, nous, avec Isabelle, on suit beaucoup les crèches associatives, c'est nos missions. Et donc, c'est vrai qu'on s'est aperçu que les crèches associatives avaient beaucoup d'opportunités pour organiser des sorties avec les familles à l'extérieur, dans différents lieux, alors que les crèches municipales n'avaient pas cette opportunité. Donc, on a voulu rester un peu équitable. Donc, dans le cadre des cités éducatives, on a saisi cette opportunité. Attendez, je tourne le micro. Voilà, mais après, qu'est-ce que j'ai oublié encore? Donc là, on est en train de le mettre en place. On se réunit, enfin pas régulièrement, mais là, ça commence à se mettre en place. Ça prend forme petit à petit. Il y a différentes étapes. Donc là, nous avons une première réunion avec le service des musées. Nous allons avoir dans 15 jours une deuxième réunion avec les chargés de public des musées et les médiateurs culturels. Nous n'oublions pas quand même nos coordinatrices petite enfance de la direction de la petite enfance. J'ai oublié de les nommer, qu'elles m'excusent, mais on les a associées, hein, c'est une évidence. Et voilà. Voilà. Je laisse la parole à Sylvie Anselme. Eh bien, au revoir. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler, moi, des projets qu'on a montés et qui ont été l'objet qui ont été la réponse des groupes de travail petite enfance. Alors déjà, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'un groupe de travail petite enfance réunit tout le monde, tous les partenaires, les associations, la ville, la métropole, etc., l'éducation nationale. Et ça, c'est probablement la richesse numéro 1. Et nous pensons honnêtement que c'est ça qui va perdurer au-delà de la cité éducative, parce qu'on sait bien que les fonds vont s'arrêter. Mais pour faire des réunions et chercher des solutions et avoir des idées, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Et par contre, apprendre à travailler ensemble, c'est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement constructif. Du coup, nous avons fait Florine et Isabelle, qui parlera tout à l'heure, ont organisé ces groupes de petite enfance en s'appuyant sur la politique de la ville, en s'appuyant sur l'éducation nationale, en s'appuyant sur la culture, etc., etc. Et nous nous sommes réunis en visio avec toute une série de personnes pour faire remonter, notamment les parents d'élèves, les directrices d'école, les directrices de crèche, etc. On a essayé d'avoir la PMI, mais la PMI, elle est sous l'eau entre le Covid, tout le travail qu'ils ont, ils ne sont pas assez nombreux. Du coup, beaucoup de choses sont sorties. Alors, effectivement, la carence en culture. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, probablement parce que je suis maîtresse d'éducation nationale et que j'ai été longtemps directrice d'école maternelle, c'est d'entendre mes collègues et d'entendre les EJE de la MDS, etc., dire ce que j'avais évidemment bien sûr remarqué, mais je crois que ça empire en exponentiel cette affaire. Le Covid n'est dans rien. Que nous avons maintenant des enfants qui arrivent en petite section maternelle qui ne sont pas entrés dans le langage, qui ne sont pas entrés dans la socialisation, qui ne sont pas entrés dans la séparation avec maman, parce que ça ne s'est jamais produit. Nous avons de plus en plus de mamans extrêmement fragiles, monoparentales, très isolées, qui sont loin de tous les services sociaux, qui sont loin des centres sociaux, qui sont loin des bibliothèques, qui sont loin de tout ça.
Et le petit fil, le seul petit fil ténu qu'on a, c'est peut-être la PMI. Donc, on s'est demandé comment faire pour mettre en marche des petits ateliers parentalité enfants en leur direction avec un petit nombre, parce qu'on ne va pas faire des ateliers de 25 parents avec 50 enfants, on va s'arrêter à 8, 9 familles. Alors, sur la cité éducative du centre-ville, il y a 3 arrondissements, donc on s'est débrouillé d'en ouvrir un par arrondissement. Et sur Malpas-et-Corot, ça va être la même chose. Comme on travaille ensemble, la politique de la ville, par exemple, elle connaît plein d'associations très intéressantes qui travaillent avec les petits-enfants. Elle nous a donné ses réseaux, elle est venue avec nous rencontrer, etc. Et le gros souci à Marseille, centre-ville notamment, mais même à Malpas, c'est le foncier. C'est-à-dire, il n'y a pas de lieu, il n'y a absolument pas d'espace pour s'installer, pour ouvrir des ateliers comme ça. Les centres sociaux sont pleins comme un œuf, etc. Donc, on s'est dit, on va aller demander à la ville l'autorisation d'ouvrir les locaux scolaires le mercredi pour déployer ces ateliers. Et je suis d'autant plus convaincue de la bonne idée de cette idée, c'est que je me dis que le petit enfant qui a 2 ans, 3 ans, qui va aller mercredi matin, 1 fois par semaine avec maman, qui va voir que il y a d'autres mamans qui ont d'autres enfants, qu'on va au petit cabinet qui est à sa taille, qu'il y a le toboggan au fond de la cour. Même si ce n'est pas son école demain dans laquelle il va aller, il aura déjà une idée de quelque chose qui appartient à la communauté. Parce que quand vous allez aux toilettes à la maison, il y en a un. Là, quand vous rentrez dans les toilettes des enfants, il y en a 7, il y en a 8. Bon, les petits lavabos, etc. C'est des petites choses, mais je pense que ça aide. C'est un fil conducteur. Voilà. Donc, nous avons, avec les associations que nous connaissions, nous sommes allés les voir en leur disant, voilà, et d'ailleurs, elles étaient dans le groupe de travail. Et comme elles ont été dans le groupe de travail et qu'elles ont bien ouvert leurs oreilles, elles ont répondu à des ateliers en lien avec ce qu'on demandait. Par contre, elles ne sont pas toutes du même monde, enfin. Il y en a qui sont typiquement artistiques, il y en a qui travaillent la parentalité par le biais artistique, il y en a d'autres qui le travaillent par le biais des compétences psychosociales, il y en a d'autres, par exemple, il y a une crèche qui a répondu, une crèche associative, qui, elle, fait déjà beaucoup de rencontres avec les parents et qui souhaite s'associer à ce projet. Donc, l'idée, c'est, maintenant, on va devoir demander aux directrices de bien vouloir nous ouvrir leur école le mercredi, mais je pense qu'elles vont être d'accord parce qu'elles savent très bien qu'elles ont tout à gagner, les enseignants aussi, d'avoir des petits qui sont un peu, voilà, qui ont déjà un petit peu quitté maman, même si c'est que 8 ou 9 fois dans l'année, mais c'est déjà quelque chose. Et là, maintenant, on est face à un gros travail. Et je dois vous dire que j'espère qu'on va y arriver. Mais Madame Jacquins m'a donné du courage en me disant que le PRE peut aider, etc. Et je pense qu'effectivement, on va se rapprocher du PRE, de la PMI, des directrices d'école qui connaissent des parents qui sont dans ce cas de fragilité pour mobiliser les familles. Parce que toute la question est là. Comment dire aux mamans, ça serait bien que le mercredi, vous alliez à l'école avec vos enfants, petits et grands, parce que les associations, elles accueillent aussi les grands, pour faire de l'art, des arts plastiques, de la motricité, que le petit monte un peu sur le vélo, et qu'on discute entre mamans, et que les enfants, ils se connaissent, et qu'au bout de la 3e séance, on sépare un peu les mamans et les enfants, et puis on leur lit des histoires, on leur raconte des contes, on leur apprend une petite chanson, des petites choses qui préparent une séparation en douceur, et voilà. Donc ça, c'est en cours. Comme disait Madame Jacquins, on marche, on avance en marchant. Et ben nous aussi, on avance en marchant. On est plein d'enthousiasme et de volonté de réussir. Et voilà. Mais ce n'est pas tout à fait gagné parce que c'est en construction. Je passe la parole à Mme Bédian. Je crois que j'ai trop parlé. Je vous remercie.
Oui, bonjour. C'est juste pour conclure au niveau du travail qu'on a mis en place. Il est vrai que la première année, les groupes de travail n'existaient pas et on s'est aperçu que sur cette année, avec les groupes, il y a eu beaucoup plus d'associations qui ont répondu aux appels à projets qu'on a lancés et qui étaient beaucoup plus ciblés. C'est-à-dire que vu qu'on a travaillé ensemble et qu'on avait vraiment ressortir les besoins de chaque territoire, de chaque cité, c'est vrai que du coup, les projets ont été beaucoup plus affinés. Et ce qui nous permet de nous dire que grâce à ça, le fait qu'on soit des professionnels de la petite enfance, donc qui œuvrent pour les enfants de 0 à 6 ans, a créé ces groupes-là et on se dit que c'est plutôt une dynamique territoriale qui s'est mise en place et que cette dynamique-là, même lorsque les cités éducatives, le dispositif va s'arrêter, on pourra continuer sur cette même dynamique et on pourra, même comme on le disait tout à l'heure, sans financement, continuer surtout à travailler ensemble et œuvrer toujours pour les 0-6 ans. Voilà. Merci beaucoup. Je ne vois pas apparaître de questions dans le fil de conversation. Je vous remercie beaucoup parce que c'est vrai que vous avez pu le dire, c'est aussi l'intérêt de ces échanges, c'est de vous nourrir mutuellement, de vous encourager mutuellement et je pense que c'est un des avantages du distanciel. On arrive en un temps court à rassembler beaucoup de personnes de beaucoup de territoires différents pour partager quelques expériences et puis évidemment les choses se prolongeront ensuite. Alors, on a un témoignage super intéressant. Nous sommes également sur la même démarche sur l'ouverture des écoles. Alors, que je vois tout, sur l'ouverture des écoles pour des ateliers autour de la culture et de la motricité pour les 0-3 ans. Je te laisse continuer sur les… Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Qui a témoigné sur cette expérience peut, allez, exceptionnellement, rouvrez votre micro et dites-nous ce qu'il en est. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Perrine Debay. Moi, je viens d'arriver il y a 5 semaines sur le poste. Je suis JE. Et donc là, on est vraiment dans la réflexion justement de tout ce qu'on peut mettre en place autour de la culture. Il y a aussi la question de la motricité qui a été ressortie. Donc voilà, quand j'entends tout ce qui se passe à Marseille, ça fait aussi écho à ce qu'on voudrait mettre en place. Et c'est rassurant. Je me dis que je suis pas trop, que je pars dans la bonne direction. On va dire ça. Donc en tout cas, merci pour votre témoignage. Vous êtes sur quel territoire, Perrine? Je suis en Meurthe-et-Moselle. Donc, en fait, c'est une Meurthe-et-Moselle. cité éducative sur 3 communes. Donc, c'est un peu la difficulté, une seule cité sur 3 communes. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Sarah, je te laisse. Oui, alors donc, on a une réaction de Audrey Anidjar. Donc, nous partageons les mêmes valeurs. Notre association sensibilise les enfants dès la crèche jusqu'à la fac au bon et bien manger. L'éveil des papilles se fait dès le plus jeune âge. À disposition pour en parler plus en détail. Et, on vous laisse peut-être prendre le micro, prendre la parole et ouvrir votre micro pour nous en dire un peu plus. Je crois que c'est à là. Madame Audrey Anidjar. Non, on ne vous entend pas. Oui, je me permets de prendre la parole par rapport à la dernière question sur le bon et bien manger. En 2018, nous avons organisé une journée petite enfance autour de la gastronomie au service. Donc, on a piloté le projet avec Isabelle. C'était une journée pour les professionnels de la petite enfance. On a fait des tables rondes sur la nouvelle alimentation menée par l'enfant. Donc, je ne sais pas, certains d'entre vous, si vous en avez entendu parler. Sur l'art. Donc, cette journée a été
Le but, c'était de faire rencontrer les professionnels, mais aussi d'exposer toutes les œuvres artistiques faites avec du matériel de récupération fait par les enfants en crèche. Voilà, donc si ça peut vous donner un petit peu des idées. Il y a eu aussi un cantinier d'une crèche qui avait fait une œuvre d'art avec des fruits et des légumes frais devant tout le monde. C'était que pour les professionnels petite enfance. Là, il n'y avait pas les familles ni les enfants. Voilà. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ça y est, vous m'entendez? Pardon, désolée pour ce petit souci technique. Oui, en effet, moi, je représente l'association Les Enfants Cuisine, qui est une association qui existe maintenant depuis 2011. Et en fait, on intervient auprès des publics jeunes jeunes et moins jeunes, on va dire, sur la thématique du bon et bien manger. Et notamment avec des programmes que nous pouvons dispenser dans les crèches. Là, on est en cours de terminer un programme de 180 ateliers de cuisine avec des enfants de 3 ans qui sont les grandes sections de la crèche. Notre position, c'est d'aller sensibiliser l'enfant sur toute la partie sensorielle, olfactive, mais aussi le toucher, de commencer à goûter et à aller un peu au-delà finalement des textures et des saveurs qu'il a l'habitude de connaître pour voilà, la richesse du palais. C'est un projet qui s'inscrit plutôt dans une démarche de prévention ensuite et qu'on poursuit auprès des plus grands, notamment en maternelle, en primaire et ensuite vraiment pour les ados. Et c'est un projet qu'on est déjà en train de proposer, notamment à la cité éducative de Mulhouse, avec qui on va travailler cet été, si tout se passe bien, sur un projet de goûter anti-gaspi sain à base de fruits, de fruits de saison, voilà. Donc, tout ça, ce sont des formats qui existent chez nous et qu'on peut facilement venir essaimer auprès des différentes cités. Et je laisserai mes coordonnées si toutefois il y a des programmes qui sont déjà initiés dans ce sens-là, peut-être pour la rentrée prochaine. Merci beaucoup, Audrey. On a une question de Cécile Nonin qui représente le centre de ressources politiques de la ville, Ville et Territoire, et qui est chargée de prendre des notes et aussi de faire des fiches d'expérience. À Marseille, combien de familles sont visées par vos actions, par les actions que vous avez présentées? En fait, c'est difficile de positionner en nombre de familles parce qu'en fait, comme il y a 3 cités éducatives, que sur chaque cité, on a des projets, chaque projet va essayer de toucher entre 10 et 15 familles. Donc, ça pourrait monter puisqu'on doit avoir une vingtaine de projets en tout. Voilà, ça peut monter. Mais comme c'est au niveau de chaque cité, puisque bon, nous, il y en a 3, donc voilà, des projets qui se font dans chaque cité qui vont toucher à peu près, voilà, je pense qu'il y a une dizaine de projets par cité, à peu près, hein, et que ça va toucher entre 10 et 15 familles, voilà, les familles qu'on pourrait toucher monteraient quand même assez important, sachant que voilà, nous, on a 3 cités éducatives qui fait que… Voilà. Et en fait, au niveau de Florine et moi-même, on est sur les 3 cités. Nous, on est de formation éducateur de jeunes enfants, hein, au niveau de la petite enfance, et on est sur les 3 cités, toutes les 2. Voilà. Merci de ces précisions. Est-ce qu'on a d'autres questions? Réaction? Non, je ne vois rien venir. Bon, écoutez, je pense qu'il va être temps de conclure. Moi, je retiendrai d'abord un grand remerciement à Myriam Jacquins pour Le Havre, à l'équipe qui entoure Mathilde Combe, Florine Delafouge, Isabelle Bédian et Sylvie Anselme, voilà, que je n'oublie personne sur Marseille.
pour votre partage d'expérience. Moi, je retiendrai de ce que vous avez dit quand même un certain nombre de mots-clés. Il y a la question de la confiance et de l'aller vers les familles. Il y a aussi la clé de la coopération à l'échelle territoriale et notamment avec le témoignage de Marseille, vous indiquez qu'apprendre à travailler ensemble, c'est important et c'est constructif et que sans doute, ça résistera à la cité éducative. Ça ira bien au-delà. Et puis, je retiens aussi la diversité de vos approches et l'ensemble des moyens que vous vous donnez pour aller capter les familles, les amener. Et j'ai envie de conclure pour les écoles ouvertes à toutes ces familles pour amener les enfants à découvrir un univers qu'aujourd'hui ils ne connaissent peut-être pas. Je vous remercie très chaleureusement. Vous aurez la possibilité de voir le replay sur la plateforme du Printemps des cités éducatives. Pour les personnes qui le souhaiteraient, vous pouvez bien sûr vous manifester pour vous remettre en contact en utilisant la plateforme des cités éducatives. N'hésitez pas à le faire. Et puis, de notre côté, on sera amené aussi à partager de l'information pour le groupe pilote Petite Enfance. Merci beaucoup, Cécile, pour la prise de notes. Et puis, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite de participer peut-être à un autre atelier dans quelques minutes. Donc, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, c'est bon.